Monsieur le secrétaire général, chers collègues, il est symbolique que notre réunion se fasse dans les contextes des dates importantes de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous allons bientôt fêter les 78 ans de cette déclaration et l'effondrement de l'Allemagne nazie a permis d'établir les bases de l'ordre mondial après la guerre. Et son document principal, c'est la Charte de l'ONU qui incarne tous les principes essentiels pour la mission coordinatrice de l'ONU. Et depuis 78 ans, nous remplissons une mission très importante, c'est-à-dire depuis des dizaines d'années, sur la base de la compréhension mutuelle, le Conseil de sécurité de l'ONU s'attache aux principes essentiels pouvant garantir justement la sécurité internationale dans le cadre d'une coopération sur la base des normes du droit international qui étaient reconnues par tous. Aujourd'hui, on voit un système centripète qui fait que cela débouche sur une crise importante, c'est-à-dire que certains membres de notre organisation ont changé les règles internationales et la charte de l'ONU par de prétendues règles qui ne sont reconnues par personne. Ils inventent ces nouvelles règles pour réagir contre la mise en place d'un monde multipolaire qui est justement une manifestation objective de ce phénomène. Et les mesures de rétorsion qui sont prises sont, par exemple, la fermeture de l'accès aux télécommunications actuelles, la confiscation de propriétés, la destruction des infrastructures concurrentes et la mise en place de nouvelles normes qui n'ont pas été validées par tout le monde. Et le résultat, c'est qu'on a une fragmentation des échanges commerciaux, une parasie de l'Organisation mondiale du commerce, et sans aucun masque, on voit ici l'utilisation des instruments internationaux pour le bénéfice exclusif des États-Unis, notamment sur le plan militaire. Toutes ces tentatives d'établir leur domination et cette mondialisation qui, depuis des années, a été présentée comme le bien auquel il faut tendre, Washington, en fait, a servi les autres pays occidentaux et pour légitimiser ces actes qui sont le plus souvent illégaux et qui vont à l'encontre du droit international, et ils servent à préserver le milliard d'or. Et ils établissent aussi des listes noires comprenant ceux qui sont contre eux. Et c'est pour eux inadapté parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'il y ait d'autres forces concurrentielles, et ils prétendent imposer la démocratie partout. Et donc, ils définissent un congrès de la démocratie, ils établissent des clubs d'élus qui se prétendent elles-mêmes défenseurs de ces principes de démocratie au sein de différentes organisations qui finalement asservissent les médias et notamment qui prétendent assurer la sécurité dans le domaine de la cyber-information, et tout cela n'est pas fait sous l'égide de l'ONU et ne repose pas sur un consensus des décisions. Donc ce sont des accords qui sont conclus en petits comités et ces accords sont présentés comme étant celles de la communauté internationale. Appelons les choses par leur nom. Personne n'a autorisé les minorités occidentales de parler au nom du monde entier. Il faut se conduire de façon décente et respecter la communauté internationale. Cet ordre mondial établi sur de nouvelles règles se prétend supérieur à l'ONU. Et la quintessence de ce complexe, ce sont les déclarations orgueilleuses de M. Borrell, représentant de la diplomatie européenne, qui a qualifié les pays hors Union européenne de jungle
Et le 10 janvier dernier, dans sa déclaration, il avait dit que les pays occidentaux utiliseraient tous les outils armement, les outils, tous les instruments économiques, commerciaux et y compris militaires, j'insiste, pour faire respecter cet ordre. Et donc, en fait, l'OTAN impose son propre ordre au niveau régional. Et encore récemment, les États-Unis avaient appelé à la mise en place d'un monde de blocs dans le monde. Évidemment, ce sont des blocs qui doivent être écartés de la Fédération de Russie. Et donc, les véritables organisations multilatérales, notamment l'Organisation des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, se prononcent pour un monde multipolaire. Et la Russie se prononce pour cette option, justement. Et aujourd'hui, les États-Unis et leurs alliés cherchent à s'étendre aussi dans l'espace Indo-Pacifique avec la mise en place d'un système de coopération économique, alors qu'il y a un système qui existe depuis des dizaines d'années autour de l'ASEAN et qui cherche toujours des consensus. Et là, les États-Unis ont exclu tous les membres, la plupart des membres de l'ASEAN, simplement pour pouvoir répondre avec le Japon, l'Australie, et pour qu'ils puissent mener leur politique ainsi. Et cette stratégie a été montée à l'encontre de l'architecture de l'ASEAN qui fonctionnait très bien. L'année dernière, lors du sommet de l'OTAN en Espagne, l'OTAN s'était prononcée directement comme non pas directement défensif, mais se présentait comme capable d'établir ses règles dans l'espace Indo-Pacifique. Et il s'approche des rives occidentales et de cet espace Indo-Pacifique. Et cela se manifeste aussi dans la mise en place de la nouvelle alliance militaire AUKUS qui réunit Tokyo, Séoul et les pays de l'océan. Donc c'est une ingérence directe dans les affaires intérieures de beaucoup de pays pour défendre les intérêts exclusifs des pays occidentaux. Et Joseph Borrell, que j'ai cité aujourd'hui, a promis déjà hier à cette région des forces militaires venant de l'Union européenne. Et cette stratégie visant à contenir la Chine et la Fédération de Russie, voilà, c'est la façon dont nos collègues occidentaux comprennent la lutte contre le terrorisme dans l'espace Indo-Pacifique. Après l'effondrement du pacte de Varsovie, l'espoir de créer un véritable ordre mondial basé sur la multipolarité n'a pas été fait. Et au lieu de cela, au lieu de promouvoir l'OSCE en Europe, les pays occidentaux, non, ils n'ont pas seulement maintenu l'OTAN, mais ils ont continué à s'élargir de façon éhontée vers l'Est, alors qu'il y avait toujours des intérêts essentiels pour la Russie. Jim Baker, secrétaire d'État des États-Unis, avait dit que la principale menace pour l'OTAN était l'organisation de coopération et de sécurité en Europe. Et j'ajouterais aussi que les exigences de l'ONU et de sa charte constituent une menace pour la Washington. La Russie attendait patiemment à mettre en place des accords sur le principe du caractère indivisible de la sécurité pour le continent européen. Et en 1999, cela avait été établi, puis répété en 2010. Et c'est écrit clairement, sans ambiguïté, en disant que personne ne doit assurer sa sécurité aux dépens de celle des autres. Et aucun État ou groupe d'États ou organisation ne peut être mandaté à assurer la sécurité du monde et de la paix dans cette zone, et ne pas prétendre à une sphère d'influence dans ce domaine. Donc, toutes ces résolutions ont été piétinées
et les autorités occidentales ont commencé à agir de façon résolument contradictoire. L'exemple le plus clair est le bombardement de la Yougoslavie en 1999 avec l'usage de bombes à uranium appauvri qui ont provoqué des nombres de maladies tant chez la population serbe que les militaires de l'OTAN lui-même. Et le président Biden avait dit lui-même qu'il fallait couper tous les ponts sur la rivière Dvina et qu'il fallait bombarder les Serbes. Et aujourd'hui, on appelle les Serbes à retourner leur pays et cesser de se vexer. C'est vrai qu'en matière de vexation, les États-Unis ont accumulé une expérience très riche en bombardant Hiroshima et Nagasaki. Mais encore une fois, vous savez que Anthony Blinken, lors d'une réunion, avait regretté les souffrances des bombardements, mais n'avait pas eu l'audace de dire qui les avait lancés. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des dizaines d'aventures militaires hasardeuses des États-Unis qui sont dénuées de toute légitimité. Et aujourd'hui, on voit que l'intervention américaine et de sa coalition en Irak, en infraction à la résolution de l'Irak, de même que ça a été fait en Libye en 2011, on a vu des centaines de milliers de tués. Et l'ingérence américaine dans les États ex-soviétiques est aussi une manifestation des infractions à la charte de l'ONU. Il y avait leur implication dans le coup d'État de Kiev et les tentatives aussi en Biélorussie en 2020. Et les anglo-saxons qui dirigent tout le monde occidental promeuvent leur ligne sous les dehors de démocratie. Mais encore une fois, ils demandent de reconnaître l'indépendance du Kosovo sans aucun référendum. La Crimée, où il y avait un référendum, n'a pas été reconnue. Et encore une fois, c'était déclaré par le ministre britannique. Tout cela est ridicule. Nous appelons à tous les dirigeants à se mettre d'accord dans le cadre de la déclaration de l'ONU de 1959 sur les règles du droit international. Il y est clairement stipulé qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États qui, respectent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et que tel peuple sur tel territoire a le droit de se prononcer sur son sort. Donc on voit que le régime nazi de Kiev ne peut pas reconnaître les régions qui ne voulaient pas justement reconnaître ce coup d'État de février 2014. Et finalement, les autorités de Kiev ont lancé contre elles, ces populations, des opérations militaires. On retrouve encore la question des Serbes de Kosovo, puisque Paris, par exemple, avait proposé un statut pour le Donbass, et comme pour les Serbes du Kosovo, cela n'a pas été respecté. Notre secrétaire général, le 19 mars, dans sa citation, dans son allocution, avait dit que nous sommes les peuples qui sont la source du véritable pouvoir. Il faut pour cela l'accord, je le souligne, de ceux qui sont gouvernés. Et les tentatives qui ont été faites pour trouver une solution pacifique ont été faites à Minsk et qui ont été approuvées à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Tous ces engagements ont été piétinés par les pays occidentaux et qui ont même reconnu, presque avec fierté, n'avoir jamais eu l'intention de respecter les accords de Minsk, mais simplement de permettre à l'Ukraine de s'armer contre la Russie. Donc c'était une infraction directe aux engagements des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et tous les pays s'étaient engagés à respecter ces accords. Et nos actions ont toujours visé à éviter toute confrontation et voir les propositions du président Poutine sur la validation de garanties de sécurité pour la Russie. Et toutes ces propositions ont été méprisées.
personne ne nous a dit que l'OTAN ne se continuerait à s'étendre vers l'Est. Et ni les dirigeants ukrainiens, ni Poroshenko, ni M. Zelensky n'ont eu une action cohérente, puisqu'au contraire, ils ont légalement voulu interdire l'usage du russe à la population russophone de l'Ukraine. Ils s'attaquent aux traditions religieuses en infraction directe à la constitution ukrainienne. Parallèlement, le régime de Kiev instaure de façon légale les pratiques nazies et organise à Kiev et dans d'autres villes des marches au flambeau sous les drapeaux de division SS. Les pays occidentaux ont fermé les yeux, n'ont rien dit. Et on voit qu'il y a cette tentative de vouloir affaiblir la Russie dans sa politique stratégique, et l'Occident se dit prêt à saper toute velléité de la part de la Russie d'établir des règles au moins justes. Comment vont évoluer les relations internationales? Par le consensus, dans l'équilibre des intérêts, sans promotion agressive d'une hégémonie. On ne peut pas regarder la question ukrainienne de façon unilatérale. Il faut respecter la charte de l'ONU dans toutes ses manifestations. La Russie a clairement fixé les objectifs qu'elle s'est fixés pour l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire supprimer de la proximité des frontières russes toute menace militaire et protéger les populations qui sont légalement, conformément à la Convention sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui se sont manifestés pour leur autonomie et défendre la mémoire de leurs ancêtres. Pourquoi nous battons-nous? Sur fond de l'hystérie européenne occidentale. On va demander qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis et les Européens en Yougoslavie. Est-ce qu'il y avait une menace pour leur sécurité? Est-ce qu'il y avait une menace pour leur peuple, pour leur langue? Quelles étaient les normes internationales utilisées pour justifier l'agression contre la Yougoslavie en 1999, en détruisant toutes les structures économiques, par exemple de l'Irak et de la Libye, qui se trouvent à des milliers de kilomètres des côtes américaines? Le secrétariat de l'ONU a été phagocyté par les Américains et on voit ce déséquilibre toujours en faveur de l'OTAN. Mais jusqu'à récemment, le secrétaire général cherchait au moins à respecter un équilibre. Mais on voit que de plus en plus, le personnel du secrétariat général ne cherche même pas à se cacher en soutenant cette politique déséquilibrée. Et je prie le secrétaire général de respecter avec tout son personnel la charte de l'ONU. J'appelle également la direction du secrétariat général de préparer des documents sur les questions évoquées aujourd'hui pour la paix, pour le maintien de la paix, et de proposer aux pays membres des voies de consensus dans le respect des intérêts et non pas dans l'intérêt de certains pays en particulier. Et ce fameux milliard d'or. En parlant de multipolarité, il ne faut pas se limiter au contexte international. Comme on dit que on ne peut pas ignorer la démocratie dans le contexte international. Donc la multipolarité, la démocratie doivent être respectées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des pays. Et je sais que quand on cherche à imposer sa propre vision de la démocratie aux autres pays, il n'y a pas forcément de respect du droit égal entre les pays. Et sur l'arène internationale, on voit aussi cette volonté de réprimer les démocraties, notamment avec l'usage d'instruments de répression de plus en plus sévères, comme c'est le fait par exemple de façon criminelle par le régime de Kiev. Chers collègues, nous nous trouvons de nouveau en période de guerre froide. C'est même peut-être aujourd'hui une situation plus dangereuse qu'à l'époque,
de la guerre froide. Il y a une perte de foi en la multipolarité dans ce contexte de mondialisation où Washington renonce à toute diplomatie, mais veut vaincre notamment la Fédération de Russie sur le champ de bataille. Donc, tous les appels à la responsabilité, à la reprise du dialogue s'achèvent par le fait que certains ont choisi de saper la sécurité internationale et la discussion. Nous devons revenir aux principes essentiels de la charte de l'ONU avec plus de diversité. Et cette multipolarité doit faire que l'ONU doit s'adapter à une nouvelle architecture plus diversifiée. Il est important de réformer le Conseil de sécurité en admettant plus de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Aujourd'hui, la surreprésentation des pays occidentaux sape le principe de diversité. À l'initiative du Venezuela, a été mis en place un groupe de soutien à la Charte de l'ONU. Nous appelons tous les pays à participer à ce groupe de soutien. Il ne faut pas non plus mépriser le potentiel des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, de la CEI, de l'Organisation de coopération eurasiatique et toutes les différentes organisations régionales dans les pays du Sud. Et ce soutien à la diversité peut être fait grâce à beaucoup de pays qui cherchent de détourner leurs collègues de l'ordre du jour, mais qui cherchent à cacher leurs responsabilités face aux infractions qui y sont faites aujourd'hui. Notre souci, c'est de préserver l'équilibre de l'Organisation des Nations Unies de façon à ce qu'elle représente effectivement la politique internationale. Et la clé du succès ici, c'est un travail qui doit être fait en renonçant aux intérêts isolés, mais dans le respect de l'égalité entre les pays. Et c'est ce que tous les pays avaient signé en ratifiant la Charte de l'ONU. Le président Poutine avait proposé d'établir un Conseil de sécurité permanent aux membres permanents du Conseil de sécurité, et le document a été soutenu par la Chine et la France, mais aujourd'hui, il n'a pas de suite parce qu'on voit que certains pays ont un privilège par rapport à d'autres, et cette responsabilité particulière vis-à-vis de la Charte de l'ONU pour maintenir la sécurité est justement une donnée impérative et prioritaire face aux actions des pays occidentaux. Cette préoccupation se fait de plus en plus entendre dans les initiatives régionales du Sud mondial, notamment en Asie du Sud-Est et dans le monde musulman, en Afrique, en Amérique du Sud. Et nous cherchons sincèrement à régler tous les problèmes actuels qui se posent aujourd'hui par la voie d'un travail collectif dans le respect de l'équilibre des intérêts et de l'égalité de droits entre les pays. Et en conclusion, je tiens à attirer l'attention de tous les journalistes qui couvrent actuellement notre réunion. Vos collègues des médias russes n'ont pas pu venir ici. L'ambassade des États-Unis à Moscou leur a fait des brimades en leur refusant en leur accordant un visa juste au moment où notre avion décollait. Donc l'absence de journalistes russes fait que vous devez au moins couvrir cet événement de façon objective pour que votre auditoire ait au moins une vision objective.